de plus transversale, presque de systémique. C'est-à-dire, Elle relaie un appel assez direct. Elle parle de libérer le secteur de l'arachide de ses lobbies. le mot est lâché. Oui, selon cette perspective, il y aurait des groupes d'influence à tous les niveaux. Production, transformation, mais aussi importation et exportation. Et ces groupes freineraient les changements nécessaires. Il maintiendrait le statu quo en quelque sorte. Voilà. Je précise bien, on rapporte ce point tel quel, comme un diagnostic posé par la source. On ne porte pas de jugement, mais c'est présenté comme un facteur qui pourrait expliquer les blocages. Cette idée de lobby ou de groupe d'intérêt, elle revient souvent quand on analyse des filières agricoles complexes. Pas seulement au Sénégal d'ailleurs. C'est l'idée que certains acteurs puissants défendent leurs intérêts. Oui, protéger leurs avantages. Dans le cas de l'arachide sénégalaise, ça pourrait être des intérêts liés à l'exportation de l'arachide brute. C'est peut-être plus simple et rentable pour certains que de transformer sur place. Ou des intérêts liés à l'importation d'huile moins chère. Exactement. Ou même des dynamiques internes aux structures de transformation qui existent déjà. Sans plus de détails, c'est difficile de mesurer l'impact réel de ces influences, mais Mais le fait que ce soit mentionné, ça suggère que la structure du marché elle-même, les rapports de force, sont des éléments importants à considérer. Ce n'est pas juste une question de technique ou de capacité de production. d'accord. Bon, alors, si on essaie de remettre tout ça ensemble, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Faisons une petite synthèse. Point 1, ce paradoxe sénégalais qui nous saute aux yeux. L'exportation de la matière première, l'arachide. Et l'importation massive d'huile finie, avec un coût fou pour le pays. 209 milliards de CFA en 2023, c'est juste énorme. Point 2. La situation de la Sonacos. L'acteur historique. Très préoccupante. Malgré l'aide publique massive, 140 milliards sur 5 ans. Elle accumule les pertes, 33 milliards sur 2 ans. Ça pose vraiment question sur le modèle actuel et sa capacité à rendre l'huile locale compétitive. Point 3. Le potentiel alternatif. Les transformateurs locaux. Mais attention, Oui, la nuance est capitale. Le gros du volume hors Sonacos, ce n'est pas l'artisanal très nombreux. mais un petit groupe d'unités semi-industrielles. 5% des unités qui feraient 90% du volume. Mais ce potentiel, incarné par la Rasiate par exemple, reste mal connu. Mal quantifié, oui. Ce qui rend difficile de bâtir des stratégies dessus pour l'instant. Et enfin, point 4, cette question plus structurelle. Ces lobbies ou influences possibles qui, d'après l'analyse source, pourraient freiner les évolutions. Des influences qui pourraient jouer à différents niveaux et expliquer pourquoi le système a du mal à bouger. Donc c'est un tableau complexe. Il ne suffit pas juste de produire plus d'arachides en fait. Ah non, absolument pas. Si on regarde ça avec une casquette d'agroéconomiste, toute la chaîne de valeur. Atteindre l'autosuffisance en huile d'arachide, c'est un défi à plusieurs dimensions. Pas juste une question de quantité à la base. Non, c'est d'abord et avant tout une question de capacité de transformation locale. Et, surtout, de raffinage. C'est l'étape clé pour la valeur ajoutée et pour avoir une huile consommable. Et il y a aussi le prix. Question cruciale, la compétitivité prix. L'huile arachide locale, même si on en avait assez, elle doit pouvoir rivaliser avec les huiles importées, la palme notamment. Sinon, les consommateurs, surtout les plus modestes, ne l'achèteront pas. Ce qui implique de maîtriser les coûts partout. Exactement, à toutes les étapes. Et ça nous ramène à la nécessité d'avoir une filière bien structurée, efficace. Optimiser la collecte, le stockage, la transfo. Oui, comment intégrer au mieux ces unités semi-industrielles qui semblent prometteuses, comment assurer la qualité, les normes sanitaires. Il faut une approche globale, cohérente, du champ à l'assiette. Une vision systémique, comme on dit. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Une question qui découle de tout ça, mais qui reste ouverte. Allez-y. Si on reconnaît ce potentiel des unités semi-industrielles, au-delà de juste mesurer combien elles produisent aujourd'hui, quelles seraient les conditions indispensables à mettre en place pour qu'elles deviennent vraiment des moteurs de l'autosuffisance? Vous pensez à quoi, concrètement? Des exemples. Plusieurs choses. D'abord, les normes de qualité et sanitaire. C'est la base. Pour vendre sur le marché formel, rassurer les gens, il faut une huile sûre, de qualité constante. Ça demande souvent un coup de main technique. Logique. Ensuite, l'accès au marché. Comment elles font pour vendre ailleurs que localement ou dans l'informel? Est-ce qu'il faut les aider pour la commercialisation, le marketing, la distribution? Bonne question.
Et enfin, l'accompagnement technique et financier. Est-ce qu'elles ont besoin d'argent pour moderniser leurs machines, améliorer les process, notamment le raffinage? Est-ce qu'elles ont accès au crédit bancaire, en gros? Comment on les fait passer d'un statut un peu informel à celui de vrais partenaires économiques? C'est exactement ça. Des partenaires reconnus, soutenus, capables de fournir une huile d'arachide de qualité, abordable et disponible pour tous les Sénégalais. C'est effectivement la question clé pour la suite. Comment on transforme ce potentiel, encore un peu diffus, en une force structurée, compétitive? Quelle politique? Quels investissements? Quel cadre pour que ces acteurs locaux jouent leur rôle et aident le Sénégal à regagner sa souveraineté sur l'huile? C'est sur cette interrogation fondamentale, pleine de défis mais aussi d'opportunités, qu'on termine cette exploration. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous.